va suivre sera faite par Caroline Stowe. Nous allons avoir une série de 5 présentations consécutives. Donc la première présentation, c'est Caroline Stowe. Le Dr Stowe est Research Assistant Scientist à l'Université Floride à Gainesville. Elle est également coordonnatrice technique et co-leader du programme Climate Smart Solution au projet AREA et elle est basée à Gainesville. Elle est géographe et détient un diplôme et détient un PhD de l'Université de Floride. Ses recherches se concentrent sur les services climatologiques et les décisions intelligentes face au climat dans l'agriculture. Elle travaille depuis 2015 avec les agents vulgarisateurs dans le sud-est des États-Unis puis en Haïti. Et la présentation qu'elle va faire est titrée « Sauvetage des données climatiques et renforcement des capacités de l'unité hydrométéorologique d'Haïti ». Avec vous, Caroline Stowe. Merci d'être ici, merci d'être venu. Merci beaucoup à M. Asterin pour l'introduction. J'aimerais noter déjà les partenaires principaux sur cette étude, cette présentation. C'est M. Géry Delphin Léveillé, qui est un expert en agroclimatologie ici en Haïti, et bien sûr M. Marcelin Asterin, et la collaboration avec l'UHM qui a été absolument fondamentale pour le programme Climate Smart Solution du projet AREA. Le programme Feed the Future qui englobe le projet AREA, plusieurs partenaires, gouvernements américains, et donc on les remercie pour leur soutien. Ok, déjà pour donner un petit contexte sur la variabilité du climat en Haïti, qui va vraiment informer le reste de la session en général. Tout le monde qui vit en Haïti, tout le monde qui travaille en Haïti est au courant que le climat est très variable. Okay? Il y a ce qu'on appelle des microclimats. Les microclimats, c'est quoi? Okay? Un microclimat, ce sont les conditions climatiques limitées à des petites régions distinctes du climat général de la zone dans laquelle cette région se trouve. Okay? Donc, une étude que je vous demande de noter, c'est Vincent Moron 2014. Je vous recommande vivement cette étude sur la variabilité du climat en Haïti, non seulement sur l'espace géographique, mais aussi à travers le temps. Alors, je vous montre ici sur les microclimats, section de son étude sur les microclimats en Haïti. Il parle de variations de pluie, de précipitations très importantes et qui se situent entre 500 mm et 2400 mm. par an. Okay? Donc, comme vous savez, il y a comme une bimodalité, on appelle ça 2 pics dans la saison, dans le cycle de précipitation en Haïti, mais ces 2 pics sont différents dépendamment de la région dans laquelle, dans chaque région. Donc, vous voyez ici, par exemple, la grande carte d'Haïti avec les différents petits points en bleu et rose et jaune. Et donc, ce sont une analyse de composantes principales. Et on voit le nombre de millimètres par jour pour chacune, en moyenne, dans chaque année mois, pendant l'année, pour chacune de ces régions. Okay? Donc vous voyez effectivement qu'on a les 2 pics. On a plus ou moins 2 pics dans chacune de ces régions. Okay? Mais dépendant de la région, il y a des pics qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, on voit ici ce groupe ici de stations dans le nord, il a un pic très prononcé en fin d'année. Qui est beaucoup plus prononcé que ceux qui sont ici, par exemple dans la région ici, qui est surtout sur la côte ici, et puis dans le département de l'Ouest, vous voyez. Donc ça, c'est la variabilité dans le temps. On voit aussi beaucoup plus de précipitations en général par jour sur la côte sud, okay, la péninsule sud, où les régions montagneuses viennent concentrer cette précipitation. Okay? Donc ça, c'est la variabilité dans le temps et tous les microclimats qui viennent rendre les pratiques agricoles difficiles à gérer parfois. Okay? Maintenant, bien sûr, il y a la variabilité dans le temps. Aussi, ce graphique aussi provient de l'étude de Vincent Moron en 2014
Qu'est-ce que ça montre? Ça montre là les anomalies de précipitation dans le temps, depuis 1910 jusqu'à l'an 2010, je suppose. Et donc, voilà, et donc on voit qu'il y a une variance multidécennale dans les précipitations. Notez par exemple les 3 dernières décennies où on a vu des périodes sèches depuis les années 80 jusqu'aux années 2000. Et bien sûr, effectivement, ça change, mais voilà, dans les 3 dernières décennies, il y a eu plusieurs périodes sèches. Et donc, c'est important de garder tout ça en tête parce que justement, les agriculteurs qui viennent réfléchir à certaines choses, par exemple la date de semis, la sélection des cultures, la sélection des variétés, sont très affectés par la variabilité dans le temps. Plus que la variabilité dans l'espace, parce qu'en général, bon, ils connaissent leur région, hein, donc les microclimats ne sont pas aussi difficiles pour à gérer que la variabilité dans le temps. Donc, la cause majeure de cette variabilité dans le temps, les précipitations et les températures dans la région des Caraïbes, dans Haïti, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'oscillation australe El Niño, ENSO en anglais. C'est la cause majeure de cette variabilité à l'échelle interannuelle. Qu'est-ce que c'est? ENSO, c'est un phénomène à la fois atmosphérique et océanique qui est provoqué par un changement de la force des alizés et de la direction des alizés, tous les deux à 7 ans dans le Pacifique équatorial, mais bien sûr qu'il y a des implications sur le reste de la planète. Donc on a observé une hausse de la fréquence, de la gravité, de la durée de ces épisodes de El Niño depuis les années 70. En général, pendant une période El Niño, pendant une année, on va avoir des périodes sèches, surtout pendant les mois de juillet, août, septembre en Haïti. Et inversement, pendant les phases La Niña, donc l'opposé de la phase El Niño. El Niño, c'est la phase chaude, El Niña, c'est ce qu'on appelle la phase froide du même phénomène. On voit les tendances plus ou moins inverses, tout en sachant que chaque épisode est bien unique. Donc il y a aussi ça à prendre en compte tous les 2 à 7 ans. Quels sont les messages clés de cette présentation? Nous ne pouvons pas arrêter les aléas météorologiques et climatiques. Nous ne pouvons pas arrêter le phénomène El Niño. À travers nos activités pour réduire les émissions de gaz hydrocarbures, effectivement, peut-être qu'on pourra dans le temps venir diminuer peut-être la fréquence de ces changements, et ça va prendre beaucoup de temps. Pour le moment, les agriculteurs, on ne peut pas, nous ne pouvons pas arrêter ces aléas. Ce que nous pouvons faire, c'est habiliter les agriculteurs, habiliter les institutions, à utiliser l'information historique et les prévisions de façon à prendre de meilleures décisions. Des choix qui seront pertinents pour leur contexte individuel. Et nous allons parler beaucoup de ça, non seulement pendant cette session, mais surtout aussi demain sur la section, la session vulgarisation agricole, où nous viendrons parler de la vulgarisation agricole axée sur le climat également, entre autres. Par exemple ici, nous avons lancé le programme PIXA qui est déjà en cours dans 23 pays à travers le monde, mais nous avons introduit ici en partenariat avec l'UHM. Et c'est ça, c'est une approche de vulgarisation qui cherche à fournir et à tenir compte de l'information climatique et météorologique à l'égard des producteurs. Donc une information pertinente pour l'agriculteur, composant les informations historiques, mais aussi les prévisions à l'échelle de la saison, les prévisions à l'échelle de la semaine à côté, ou même les avertissements de cyclone. Ensuite aussi une analyse conjointe des informations sur les options agricoles, donc non seulement les options de culture, mais aussi les options d'élevage, mais aussi les options non agricoles. Les agriculteurs en général ont plusieurs différents types d'options de subsistance. Ils savent déjà diversifier. L'idée, c'est de venir les aider à diversifier de façon intelligente, basée sur l'information, de façon informée, basée sur l'information climatique. Vous voyez? Et donc, avec ça, un ensemble d'outils participatifs pour venir guider cette prise de décision. Nous allons en parler plus demain pendant la session sur la vulgarisation. Maintenant pour cette présentation, donc quel est le problème? De façon à pouvoir faire ça, de façon à pouvoir encourager l'utilisation de l'information climatique et météorologique dans le secteur agricole,
il nous faut une base continue d'informations climatiques, historiques et des prévisions. Okay, donc je vais aller rapidement là-dessus parce que M. Etienne a fait un très bel exposé. Mais le réseau national est actuellement fragmenté. Okay? Il est fragmenté, il y a très peu d'informations sur l'emplacement des stations, les limitations de l'équipement dans chacun de ces sous-réseaux, la fréquence de maintenance, le type de maintenance, la facilité d'accès à l'information. Vous voyez, pour chacun d'entre nous qui voudrait éventuellement se procurer ces informations. Okay? Donc, les institutions, les partenaires, les chercheurs, les étudiants ont tendance à se dire où sont ces informations, comment avoir accès à, par exemple, une information pour un endroit dans l'Artibonite, par exemple, ou un endroit dans la Grand'Anse, spécifique. Parce qu'avec tous les microclimats, c'est important d'avoir des informations qui sont spécifiques à la localité. Okay? Donc, elles vont se tourner parfois, si c'est possible pour elles, de se tourner vers les informations satellitaires. Maintenant, les informations satellitaires, dépendant de la source, sont bien souvent pas forcément très représentatives. Également, à cause des microclimats, la résolution géographique a tendance à être trop large, donc on n'a pas la résolution qu'il nous faut, le détail qu'il nous faut dans l'information satellitaire. Donc il faut absolument investir dans ce réseau de stations manuelles et stations automatiques, plutôt que les données satellitaires, même si les deux, bien sûr, sont très pertinentes et on pourra joindre les deux à l'avenir. Okay? Donc, il y a l'accès, l'utilité des données est limitée, okay, pour tous les acteurs travaillant dans la recherche. Donc, AREA a travaillé avec l'UHM pour pouvoir adresser certains aspects de cette problématique. Okay? Quels étaient les objectifs du projet AREA pour cette composante? C'était vraiment l'aider à faire connaître la disponibilité d'informations climatiques et aux partenaires qui seraient susceptibles d'en avoir besoin. Encourager l'utilisation de l'information dans le domaine de la recherche, la prise de décision, renforcer les liens entre les diverses institutions en charge de la collecte d'informations et aussi, finalement, soutenir la consolidation, la gestion durable du réseau national de stations en Haïti. Donc, rapidement, les accomplissements, je vais aller dans un peu plus de détails dans chacun de ces points. Donc, nous avons produit un inventaire de stations et d'institutions responsables du suivi de l'information historique en Haïti. Donc, les caractéristiques de chaque réseau, l'identification des différentes stations variables disponibles, par exemple, à chaque réseau, le type d'équipement de mesure. On a cherché à trouver de l'information sur la fréquence de maintenance. On n'a pas réussi à trouver énormément d'informations, par exemple, sur la maintenance et le type d'équipement, mais je vais revenir là-dessus. Cet inventaire dont je vous parle, il est disponible à l'exposition. On a une section climat. Donc, il y a une des tables qui est sur la section climat. Donc, ce rapport a été imprimé pour vous. Je pense aussi qu'il est sur votre clé USB. Donc, je vous encourage à voir si ça pourrait vous être utile. On a ensuite travaillé avec l'UHM sur un sauvetage de données historiques, surtout des stations provenant des données provenant des stations les plus complètes, donc les meilleures. Ça c'était vraiment pour venir informer le programme PIXA dans la vulgarisation agricole. On a aussi été en collaboration avec l'université de Reading en Angleterre pour faire une formation AirInstat, c'est un logiciel pour l'information climatique et l'analyse et le nettoyage de l'information climatique pour les diverses institutions, non seulement l'UHM, mais les autres, les sous-réseaux qui sont en train de gérer l'information climatique et faire le relevé tous les jours. Et finalement, nous allons faire un renforcement des liens entre l'UHM et les différents et les agriculteurs dans la région de Kanskoff et aussi des CAI à travers le programme PIXA. Donc, là aussi, je vais aller rapidement parce que M. Asselin a fait un très bel exposé. Ce que je vous montre ici, c'est la carte du statut des stations. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici. Alors, on a les différents départements, bien sûr, et on a les petits triangles ici en rouge et en bleu. Alors, les petits triangles en rouge sont les stations non fonctionnelles et celles qui sont en bleu sont les stations fonctionnelles. Dans les différentes. Juste pour vous montrer la distribution, cette carte se trouve dans le rapport dont je vous ai parlé. Ça aussi se trouve dans le rapport dont je vous ai parlé. Pour chaque département, le nombre de stations, vous voyez, donc comme M. Asselin a dit, environ 250 stations en tout, dont les stations automatiques et les stations manuelles. La plupart de ces stations sont des stations manuelles.
Voilà, la moitié, plus ou moins la moitié est fonctionnelle, l'autre moitié pas fonctionnelle pour le moment. Donc il y a énormément de potentiel, énorme, c'est une grande richesse. Et il faut continuer à protéger et à ramener ce réseau à ce qu'il était un jour. Hein. Là, je vous donne juste un exemple d'un tableau pour chacun des sous-réseaux. Ici, le Centre national d'information géospatiale d'Haïti, qui a 24 stations, c'est ça, automatiques. À Anse Rouge, à Tibonite, nous venons fournir la latitude, la longitude, donc l'emplacement bien spécifique. Et puis, la fréquence de l'information et quelle variable. C'est très important pour ceux qui viennent faire la recherche, qui cherchent des paramètres bien spécifiques, une fréquence d'information très spécifique pour répondre aux questions spécifiques de la recherche. Ok? Donc la formation RSTAT, comme je vous ai mentionné, on a fait ça en août 2018 avec le docteur Roger Stein, qui a lui-même développé ce logiciel depuis les années 60 et qui utilise ce logiciel avec les services météorologiques à travers le monde depuis les années 60. Il a fait beaucoup d'améliorations, il travaille avec une grande équipe maintenant en Angleterre. Et donc 18 techniciens de la CNSA, des SNCC, des universités de l'UHN ont pu bénéficier de cette formation sur les nettoyages de l'information climatique, mais aussi sur l'analyse de l'information climatique pour produire des graphiques agroclimatiques qui sont pertinents pour les agriculteurs. Et ça vient relier au programme PIXA, dont je parlerai plus en détail demain. Ici, on voit Mme Marie-Christine Saint-Georges, qui est Madame Météo en Haïti, qui a pu profiter de cette formation sur l'analyse. Okay? Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, ici, bon, je ne vais pas lire, présentation des résultats des analyses à des non-spécialistes. Ça, c'est la capacité après la formation orange et avant la formation en bleu. Okay? Ma capacité à interpréter les résultats des analyses statistiques avec un auditoire non spécialiste. Okay? Donc, de pouvoir faire des analyses statistiques, d'explorer l'information climatique à l'aide de graphiques et de synthèse, de faire les graphiques, de développer les graphiques, okay? Par exemple, et bien sûr de travailler avec RSTAT pour faire ce travail. Donc vous voyez qu'il y a eu une augmentation de capacité. Ok, maintenant le sauvetage de données climatiques, 8 stations sont maintenant complètes, ont été entrées dans Excel et ont été nettoyées sur le territoire. Ok, donc ça ce sont les stations qui étaient les plus complètes et nous sommes servis de 2 de ces stations, la station de Damien et la station des Cailles pour le programme PIXA. Ok, donc on a fait le nettoyage en partenariat avec l'UHN. Nous avons aussi documenté cette procédure de nettoyage, très important pour pouvoir assurer la continuité dans le temps. Ok, et nous avons produit une série de graphiques très importants à PIXA et très importants aux agriculteurs, des graphiques très pertinents sur les totaux saisonniers, les dates de début de la saison, de la fin, de la durée, la fréquence de période sèche par exemple. Tous ces graphiques viennent vraiment informer l'information climatique dans un programme, au sein d'un programme de vulgarisation tel que PIXA. Ok? Donc, à l'heure qu'il est, l'UHN est maintenant connecté aux agriculteurs dans la région de Les Cailles et Grand'Anse, mais aussi à Kenskoff, après avoir été en partenariat avec AVA sur PIXA. Il y a des groupes WhatsApp. Et les agriculteurs et les agents vulgarisateurs reçoivent les prévisions à court terme, mais aussi les prévisions à l'échelle de la saison, qu'ils peuvent ensuite aller vulgariser aux agriculteurs. Okay? Ensuite, ça, c'est rapidement, c'est une formation qu'on n'a pas encore faite. La semaine prochaine, ça commence lundi. C'est une formation sur un logiciel qui s'appelle Climsoft, qui est aussi, comme RNStat, c'est un logiciel accès libre. Okay, qui est utilisé dans plusieurs pays en voie de développement pour la gestion de l'information climatique, okay, qui vient faciliter cette compilation, le sauvetage, le partage, surtout dans les situations où nous avons différents sous-réseaux. Okay, donc très important, nous attendons des participants de l'UHN, des SNCC, des frères de l'instruction chrétienne, nous espérons, et aussi de la CNSA. Ça commence lundi sur 10 jours. Okay? Donc voilà, inventaire de stations devrait être là pour vous sur votre clé USB. Le sauvetage de données qui est aussi disponible à travers l'UHN, donc n'hésitez pas à le contacter. L'information sur la compilation, le nettoyage des données et sur la sauvegarde, la gestion, le partage des données à travers Climsoft et le renforcement des liens.
2 recommandations, ok, à partir de ce travail. Très important, c'est très important, bailleur de fonds, de pouvoir fournir un support financier stable à l'UHM pour une expansion de la section climatique. Okay? Assurer pour qu'il puisse assurer une meilleure gestion du système de collecte et du suivi de l'information climatique. De façon à pouvoir documenter l'entretien, le mode de transmission, les conditions d'accès. Nous n'avons pas pu obtenir l'information. Nous avons cherché, mais il y avait très peu d'informations. Donc, pour pouvoir se fier à l'information, il faut qu'on comprenne la façon la fréquence de maintenance, qu'est-ce qui est fait, etc. Donc, il faut mieux documenter ça. Il faut pouvoir inciter les personnes qui collectent l'information à partir de stations manuelles. Okay? Et ce support financier aussi pour assurer la continuité du projet PIXA au CAI, à Kenskoff et on espère de plus en plus sur le territoire haïtien. Et finalement, très important de renforcer les alliances, continuer à renforcer ces alliances entre le secteur public, privé et universitaire pour répondre aux besoins d'accès à l'information utile pour les agriculteurs. Merci.